Donc, le docteur Aloum, en candidat spécialiste en troisième année à Delta, nous a préparé un joli petit scénario. Donc, faiblesse musculaire et rénaux. Eh bien, Mounia, voilà, je crois que si tu te mets ici, on te verra bien. On avance encore un petit peu. Voilà. Ok, allez, on y Ok, va. c'est parfait. Mais bonjour à tous. Donc, comme le disait le professeur Kogan, je vais aujourd'hui vous parler du cas d'une patiente qui se présente pour une faiblesse musculaire et un rénaux. Pour ce faire, je vais articuler ma discussion en 4 parties. Donc, d'abord, vous présenter l'histoire clinique de cette patiente, puis les différents bilans réalisés, ainsi que le diagnostic différentiel. Je reviendrai ensuite sur un petit point théorique concernant les pathologies évoquées, et enfin, je vous présenterai l'évolution de cette patiente avant de conclure. Il s'agit d'une patiente de 40 ans. Donc, je vais retracer un petit peu de façon rétrospective l'histoire de cette patiente. Donc, c'est une patiente qui est diagnostiquée en 2011 au Kazakhstan d'une sclérodermie. Donc, après un premier épisode qui se manifestait principalement par des atteintes cutanées. Elle aurait été traitée par corticothérapie, dont on n'a pas le dosage et on n'a aucun dossier qui vient de là. Elle arrive en Belgique en 2017 et à son arrivée en Belgique, elle ne reprend pas vraiment de suivi en médecine interne générale et elle continue sa vie sans encours. Et à ce moment-là, donc, le médecin traitant, voyant cet antécédent de sclérodermie, refait une prise de sang pour voir un petit peu où on en est. Passer les dias. Et ici, globalement, au niveau de cette première prise de sang, de premier contact, on voit que la prise de sang est globalement rassurante. Donc, on a une légère leucopénie avec des polynucléaires légèrement plus bas, une vitesse de sédimentation augmentée, associée avec une électrophorèse des protéines qui montre une hypergamma-globulinémie polyclonale qu'on peut retrouver dans les pathologies auto-immunes. Et pour le reste, au niveau infectieux, donc pas de CRP, au niveau des atteintes musculaires, donc chez cette patiente qui viendra après pour une faiblesse musculaire, des CK tout à fait négatives, des LDH corrects, des GOT tout à fait corrects également. Le bilan auto-immun est refait par le médecin traitant, qui voit ce diagnostic de sclérodermie, et on voit que la patiente a des auto-anticorps, des antinucléaires tout à fait négatifs, des ANCA négatifs également qui ont été dosés, un facteur rhumatoïde négatif et des anti-CCP négatifs chez cette patiente qui vient avec une sclérodermie. Donc, elle revient un an plus tard en consultation de médecine interne générale à HIS parce qu'elle commence de nouveau à avoir des symptômes cutanés qu'elle n'avait plus du coup depuis 2011 au Kazakhstan. Donc elle revient avec comme plainte au niveau cutanéo-muqueux ce rénaux qui n'a jamais réellement disparu, mais en plus de ça, une sécheresse au niveau des mains. Elle ne se plaint pas d'ulcération, elle n'a pas d'aphthose ou autre au niveau cutané. Au niveau musculo-squelettique, nouvelle plainte, une faiblesse musculaire qui apparaît, qui n'était pas présente lors de sa première manifestation en 2011. Associée à ça, elle se plaint également d'une diminution de la souplesse au niveau des doigts et de doigts légèrement œdémaciés, donc boudinés comme elle le dit, et également d'une limitation de l'ouverture de la bouche. Au niveau respiratoire, encore une nouvelle plainte, une dyspnée à l'effort qui est apparue et qui n'était pas présente auparavant, et une petite toux chronique. Et aucune autre plainte au niveau digestif, pas de dysphagie, pas de reflux, rien d'autre. Au niveau des antécédents de cette patiente, donc elle nous parle effectivement de cette sclérodermie diagnostiquée 10 ans plus tôt. Elle nous parle d'une hypothyroïdie qui aurait été diagnostiquée par le médecin traitant et substituée. Au niveau obstétrical, une dame qui a fait 2 fausses couches et une prééclampsie lors d'une de ses grossesses, mais rien d'autre de bien particulier. Un mode de vie tout à fait correct, pas d'alcool, pas de tabac. Elle ne pratique pas de sport, mais elle a un BMI tout à fait correct. Pas d'antécédents chirurgicaux ni familiaux. Et au niveau du traitement, cette patiente est sous Azaflo qui a été initiée par un chirurgien vasculaire suite à une consultation pour une insuffisance veineuse. Elle est traitée également donc, par L-thyroxine pour son hypothyroïdie. Et on note l'antécédent de traitement corticoïde pendant 6 mois, à un dosage qu'on ne connaît pas, pour cette sclérodermie. Oui, peut-être juste un mini commentaire par rapport à ça. Si on regarde toutes les maladies systémiques, la sclérodermie, c'est vraiment pas les glucocorticoïdes qui sont le premier choix. Au contraire, sauf dans des situations vraiment très graves où on peut être amené à pulser, mais avec d'autres immunosuppresseurs. Sinon, le risque d'une corticothérapie à dose, je dirais, habituelle pour d'autres maladies systémiques, le risque, c'est une crise rénale importante. Donc, on peut tolérer jusqu'à 8 mg chez des plaintes, par exemple, articulaires, ou alors dans des sclérodermies toutes débutantes, mais sinon, déjà avoir sclérodermie glucocorticoïde, a priori, c'est quelque chose qui est choquant. Et d'ailleurs, les corticoïdes, indépendamment de leur effet anti-inflammatoire, il y a un effet profibrosant. Et donc, dans une maladie
dont une des caractéristiques est la fibrose. On peut comprendre que ce n'est pas une excellente idée. Alors, effectivement, donc elle a eu ce traitement-là, mais on n'a vraiment aucun détail et aucun dossier pour nous appuyer là-dessus. Au niveau de son examen physique, donc cette dame a des paramètres tout à fait corrects, un examen cardio-pulmonaire, abdominal, tout à fait rassurant. Par contre, on note qu'au niveau des téguments, on n'a pas vraiment d'examen physique clair qui est noté dans la note de consultation et on voit ça de façon rétrospective. Donc, il manque un élément. On pourra uniquement s'appuyer sur l'anamnèse de la patiente qui était notée précédemment, à savoir avec des doigts légèrement œdémaciés et une diminution de la souplesse. Mais on ne sait rien au niveau d'un état de fibrose ou pas à ce moment-là. Donc, la conclusion de l'interniste qui la voit à ce moment-là en 2019, c'est qu'il s'agit d'une sclérodermie avec une atteinte plutôt cutanée en 2012, mais on n'a pas plus de détails, avec un caractère possiblement généralisé, un rénaux et un point d'interrogation quant à une atteinte systémique. Donc ici, ce qu'il se dit, c'est est-ce qu'il n'y a pas une récidive cutanée chez cette patiente où la première manifestation était cutanée? Et tout un bilan est redemandé. Donc, un bilan biologique avec un bilan auto-immun est redemandé, sachant que le premier était tout à fait négatif 1 an plus tôt. On redemande un scan thoracique et des EFR concernant cette dyspnée, associé également à une échographie cardiaque. Et on redemande une capillaroscopie concernant cette sclérodermie. Et ici, l'interniste parle quand même d'une biopsie cutanée, possiblement à prévoir. Voilà. 1 an plus tard, la patiente n'a fait aucun examen, évidemment, et elle revient en consultation parce que ça ne va pas mieux. Donc, en 2020, deuxième consultation, toujours à HIS. On peut passer la DIA. Et ici, donc, au niveau des plaintes, rien n'a vraiment changé. Toujours plutôt cette plainte de xérose au niveau cutané, associée à la dyspnée qui n'a pas bougé et la faiblesse musculaire qui persiste. Toujours pas d'arthralgie, rien d'autre de particulier qui apparaît chez cette patiente, et ce rénaux qui perdure depuis plus de 10 ans maintenant. L'examen physique est tout à fait rassurant. Et cette fois-ci, on a un examen au niveau des téguments qui est objectif. Et à ce moment-là, l'interniste parle d'une sécheresse cutanée avec des mains de souplesse tout à fait normales. Et on note qu'on n'a pas non plus de Rodnan pour savoir au niveau fibrotique et au niveau de cette sclérodermie où on en est. On passe donc à la conclusion. Donc, il parle cette fois-ci de nouveau de sclérodermie, mais en mettant des guillemets parce qu'il est de moins en moins sûr de ce diagnostic au vu de l'évolution des choses et de l'atteinte musculaire aussi. Et parle également d'une maladie de Raynaud probable vs un syndrome secondaire, puisque ici, on n'a pas de preuve que ce soit une sclérodermie. Est-ce que ce Raynaud n'est pas associé à autre chose? Le bilan est le même, il est toujours redemandé, en espérant cette fois-ci que la patiente le fasse. Par contre, au niveau traitement, on lui prescrit des corticoïdes locaux au niveau des mains, puisque c'est sa plainte principale. 1 an plus tard, le bilan n'est toujours pas fait, et elle vient cette fois-ci au Chirec. Ah, elle est sauvée. On ne sait pas. Donc, elle revient au Chirec, et ici, donc, elle revient avec de nouveau une anamnèse bien complète, avec déjà ce qu'on retrouvait au préalable. Elle parle cette fois-ci d'une réelle diminution de force, non plus uniquement d'une faiblesse, donc vraiment une perte de force au niveau membre inférieur. Elle ne se plaint toujours pas d'arthralgie ni d'arthrite ou autre. Au niveau cutanéo-muqueux, ce Raynaud qui persiste, une xérose cutanée qui persiste au niveau de ses plaintes, et cette fois-ci, elle dit qu'au niveau de l'ouverture de la bouche, ça va, mais il y a légèrement un tout léger tiraillement, rien d'autre de particulier. Au niveau respiratoire, on retrouve la dyspnée d'effort, et on a un diagnostic très récent d'hypertension artérielle, sous monothérapie qui évolue bien, mais on n'a rien d'autre comme autre plainte, pas de douleur thoracique ou autre. Au niveau général, cette dame n'a pas perdu de poids, elle ne fait pas de fièvre, et elle va bien. Son examen physique, à ce moment-là, reste tout à fait correct, une tension légèrement plus élevée qu'au préalable, et un examen physique cardio-pulmonaire abdominal normal. Et au niveau des téguments, des choses évoluent. Au niveau des téguments, on observe que cette dame a des télangiectasies au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau des mains. La xérose cutanée est toujours présente. On a à ce moment-là pas de fibrose qui est objectivée, donc on a un Rodnan qui est tout à fait négatif. Et on observe par contre une hyperkératose fissuraire au niveau de ses mains et principalement de ses doigts. On peut vous montrer des photos. Donc ici, on peut vraiment voir plutôt l'aspect de xérose au niveau des mains de la patiente. Sur la dia suivante, on pourra vraiment plus voir les fissurations au niveau de ses mains avec cet aspect d'hyperkératose. Donc c'est vraiment tout à fait blanc. Et aussi au niveau latéral. Donc juste après, on aura une dia, on verra un petit peu de plus près donc ce doigt-là. Donc cet aspect tout à fait irrégulier, fissuraire et d'hyperkératose. Et ça, ce n'est pas sans rappeler d'autres choses qu'on a vues dans d'autres pathologies. On peut mettre ça dans la dia suivante, ce qu'on a retrouvé dans un autre textbook, avec des lésions qui peuvent y ressembler. Ouais. Ça vous parle?
Mais on y reviendra plus tard. On y reviendra. Donc voilà, à gauche, les mains de la patiente et à droite, des photos prises par rapport à l'affection qui sera finalement l'affection de la malade. Valérie Badeau. Donc, le docteur Badeau propose le nom de main de mécanicien. C'est une proposition intéressante, Valérie. On reviendra là-dessus. Très bien. Donc, la sémiologie reste importante. OK. Le bilan qui est redemandé à ce moment-là au Chirec reste le même que celui qui a été demandé au préalable. Et on y ajoute un électromyogramme puisque cette patiente vient avec une faiblesse musculaire. Donc voilà. À présent, on va penser au bilan qui a été réalisé et aux différents diagnostics qu'on évoque. Donc, première chose qui est faite, un électromyogramme. Le neurologue revoit cette patiente, il la réévalue et au niveau de son examen neurologique, on ne voit pas de déficit au niveau moteur. Néanmoins, au niveau de l'EMG, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des signes de myopathie franche et également une atteinte significative des muscles proximaux et également au niveau du membre inférieur, avec une confirmation de la fatigabilité significative à l'effort, donc vraiment un tableau de myopathie. Donc, ça, c'est la première indication qu'on a. Deuxième consultation où elle va, c'est en cardio. Donc, elle revoit un cardiologue, un ECG fait et rassurant, on refait une échographie cardiaque et à ce moment-là, on voit que de même, il n'y a pas de cardiopathie, il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire avec une hypertension qui est tout à fait bien contrôlée sous monothérapie, pas d'hypertension pulmonaire, vraiment une écho rassurante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une patiente qui a 42 ans, qui vient avec un diagnostic de sclérodermie posé il y a 10 ans, avec des lésions cutanées qui récidivent, donc actuellement, et depuis maintenant plus de 2 ans, sans réponse réelle au traitement local, mais ça lui a quand même permis d'attendre 2 ans sans faire d'examen, et une myopathie de novo. Alors, ici, on pense à quoi? Une collectivite, oui, elle avait un diagnostic de sclérodermie, mais laquelle? Donc, face à ce tableau, à quoi est-ce qu'on va penser? Oui. Donc, la sclérodermie au niveau cutané, ça, c'est pas trop compliqué, hein, sauf des rares cas de sclérodermie sans sclérodermie, puisque ça existe aussi. Et donc, clairement, ici, l'atteinte cutanée ne fait pas du tout penser à une sclérodermie. Donc, on peut déjà remettre les guillemets par rapport à la première proposition. Mais donc, elle a un rénal, une atteinte cutanée et une atteinte musculaire. Et voilà, c'est autour de cette trilogie qu'on va devoir effectivement réfléchir et en gardant en tête ce que le docteur Badeau suggérait, des mains qui ressemblent à des mains de mécaniciens. Donc, comme on disait précédemment, la sclérodermie est plus ou moins écartée. On va également penser à des myosites, puisque c'est ce qu'on retrouve, et notamment la dermatomyosite, puisqu'il y a une atteinte cutanée. On va également penser à un lupus, et on va enfin penser à un overlap syndrome, donc une atteinte mixte entre différentes pathologies. Dans le cas précis de notre patiente, on va retrouver les différentes caractéristiques encadrées. Donc, chez elle, on a une myosite, on a des atteintes cutanées, mais qui ne sont pas vraiment celles qu'on retrouve dans les différents tableaux. Donc, dans un contexte de myosite, on peut avoir un érythème, du prurite, ici elle ne s'en est jamais plaint, des télangiectasies qu'on retrouve chez elle, et d'autres signes très typiques dont je vous parlerai plus tard, mais qui ne sont pas non plus tous retrouvés chez elle. Et on a effectivement cette hyperkératose fissuraire chez elle en plus. On a également le phénomène de Raynaud qui se retrouve dans chacune de ces différentes pathologies. Et pour l'ensemble des autres atteintes, et notamment au niveau pulmonaire, on attend encore notre bilan qui est en attente. Au niveau du lupus, l'atteinte musculaire est beaucoup moins fréquente, c'est plutôt des myalgies, mais sans réelle myopathie qui est retrouvée, donc ça ne rentre pas vraiment en jeu. Au niveau cutané, les atteintes ne sont pas tout à fait typiques, et on a un Raynaud. Et enfin, au niveau de l'overlap, pour l'instant, c'est ce qui nous convient un petit peu le mieux, parce qu'on a cette atteinte musculaire, on a des doigts qui, à sa première consultation, était boudinée de ce qu'elle nous disait, mais on n'a pas vraiment de caractère objectif là-dessus, et on a ce Raynaud qu'on retrouve. Donc on va poursuivre la mise au point. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on attend depuis le début, une prise de sang et redoser toute une série d'auto-anticorps. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on dose et pourquoi? Donc, quand on va rechercher une maladie auto-immune, on va notamment doser des anticorps antinucléaires, et ça, on va le faire par une méthode d'immunofluorescence. L'objectif, ça va être de voir l'aspect et également le titre, la titration. Donc, au niveau de l'aspect, le fait qu'il soit homogène, moucheté ou nucléolaire va déjà nous donner une indication sur l'étiologie, donc l'origine de la pathologie.
Suite à ça, on va faire un titre pour savoir exactement où on en est au niveau du nombre d'auto-anticorps et de leur présence ou pas. Si ce titre est supérieur à 1 sur 80, à ce moment-là, ça positive notre échantillon et on pourra doser deux autres choses et rechercher deux autres choses, donc des anticorps antinucléosomes et des anticorps antinucléoprotéines. Si les antinucléosomes sont négatifs, on ne fait pas plus de tests, et notamment pas d'ELISA, qui est plus spécifique que l'immunofluorescence, qui, elle, est beaucoup plus sensible. Ensuite, donc les antinucléoprotéines, eux aussi vont nous permettre d'identifier de façon plus précise la pathologie. S'ils sont négatifs, de nouveau, on arrête. Et s'ils sont positifs, par contre, et présents, à ce moment-là, on va refaire un ELISA en redosant toute une série d'auto-anticorps qui, eux, vont vraiment nous guider sur notre diagnostic. Donc, on passe à cette étape. Et chez notre patiente, le médecin traitant, avant de la renvoyer en consulte de médecine interne, refait une prise de sang pour la comparer à celle de 2018. Donc là, on est en mai 2021. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, au niveau de sa prise de sang, sa formule reste correcte, on ne voit plus cette leucopénie. La vitesse de sédimentation s'est normalisée. Et par contre, au niveau des indicateurs musculaires, on voit que les CK ont fortement augmenté, passant de 102 plus ou moins en 2018 à 264, avec une norme à 145, la norme supérieure, des LDH qui n'ont pas été dosés en 2021, des GOT très très légèrement augmentés par rapport à la valeur supérieure de la normale. L'électrophorèse montre toujours cette hypergammaglobulinémie polyclonale qu'on retrouve dans les pathologies auto-immunes. Et ensuite, au niveau des anticorps antinucléaires, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, ils sont positifs cette fois-ci, avec un aspect moucheté et un titre qui est très élevé, qui était de 1 sur 1260. Et ensuite, donc, puisque c'était positif, les deux autres types d'auto-anticorps ont été recherchés. Les premiers ont été tout à fait négatifs, donc on n'a pas été dosé les anti-ADN double brin. Par contre, tous les autres ont été faits par procédé d'ELISA. Donc, on a recherché notamment les anti-SM qui ont été positifs et qui, eux, vont nous faire penser principalement à un lupus. On avait également une positivité des anti-RNP qui, eux, vont plutôt nous orienter vers un lupus, un Sjögren ou le fameux overlap syndrome dans lequel on se penchait plus. Et enfin, on a également une positivité des anti-SSA qui, eux, vont plutôt être retrouvés dans plusieurs pathologies, le lupus, le Sjögren, la polyarthrite rhumatoïde, mais également la dermatomyosite. Les autres sont tout à fait négatifs. Donc, plus ou moins, où est-ce qu'on en est chez notre patiente, le reste étant tout à fait négatif. Donc, elle a une atteinte musculaire, elle a une atteinte cutanée avec cette hyperkératose fissuraire et cette xyrose sans aucune fibrose. On a déjà exclu la sclérodermie. Il nous reste donc le lupus, les myosites, dont la dermatomyosite, et l'overlap syndrome. Pour ce qu'il en est du lupus, la clinique colle plus ou moins, mais au niveau des auto-anticorps, ça colle vraiment totalement. Donc, on a vraiment des anti-SM positifs, des SSA et des RNP. Cependant, les anti-DS-DNA qui sont très spécifiques sont négatifs, sachant que la sensibilité est entre 19 et 80%, donc quand même assez importante. Donc ça, c'est négatif, donc c'est plutôt en défaveur. Au niveau des myosites, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des anti-SSA positifs, une clinique qui est quand même plus en faveur de ça. Et on n'a pas encore dosé des auto-anticorps spécifiques des myosites parce qu'il existe toute une série d'auto-anticorps spécifiques. Donc ça, on attend encore pour savoir. Et au niveau de l'overlap syndrome, qu'est-ce qu'on a? La clinique était plutôt en faveur, le fait que les anti-RNP soient positifs. Cependant, la titration dans notre cas était faible. Donc c'était faiblement positif. Et on peut passer à la dia suivante. Oui. Et encore dès le début de la description du syndrome de Sharp, donc la connectivité mixte, on insistait que le profil, c'était uniquement des anti-RNP. Donc, c'était anti-RNP alone. Ici, on voit qu'il y a d'autres anticorps qui sont présents. Et donc, rien que sur le profil immunologique, a priori, on ne pense pas à cette affection-là. Tout à fait, c'est aussi ce qui fait partie des différents critères diagnostiques de cet overlap syndrome, et notamment le tout premier au niveau sérique, c'est le fait qu'il y ait un titre supérieur à 1 sur 1200, et ici on n'est pas du tout dans ce contexte-là, donc ça nous permet aussi de balayer un petit peu cette hypothèse diagnostique. On peut passer à la suite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire chez elle? On va donc doser les auto-anticorps qui sont spécifiques des myosites, donc on appellera ASM maintenant. Donc il y a différents types de myosites et différents types d'auto-anticorps en fonction des différentes myosites possibles. Parmi elles, on va avoir la dermatomyosite avec toute une série d'anticorps très spécifiques, avec 5 principaux qui vont permettre d'étiqueter différents sous-types de dermatomyosite. On a également des auto-anticorps spécifiques d'un autre type de myosite dont on n'a pas encore parlé, c'est le syndrome antisynthétase. Parmi eux, on va retrouver l'anti-PL7, anti-PL12 et encore 3 autres. Et enfin, il y a encore d'autres auto-anticorps de myosite qui vont être retrouvés dans plusieurs pathologies, et parmi eux, les anti-PMCL7 et les anti-KU. Donc, on va refaire une prise de sang chez cette patiente et on va rajouter tout ça pour affiner notre diagnostic.
Donc, au plan pratique, sur les pratiques, on est dans une situation comme celle-là. On reviendra après sur les aspects cutanés qui peuvent être un indicateur d'orientation beaucoup plus direct. Mais imaginons qu'on soit dans quelque chose de non spécifique. Ce qu'il faut demander, c'est un dot myosite. En mettant dot myosite, eh bien, le labo va aller rechercher tous les anticorps qui sont susceptibles de se rencontrer dans des maladies, on va mettre myosite et apparentés d'origine auto-immunitaire. Un des points qui peut être aussi intéressant, bon, qu'on n'avait pas repris ici, et personnellement que j'utilise beaucoup, c'est la troponine T. Comme vous savez, les troponines, il y a la troponine I qui est spécifique du cœur et la troponine T qui est muscle cardiaque et muscle strié périphérique. Alors, les deux sont intéressants parce qu'effectivement, dans certaines de ces maladies, il peut y avoir une atteinte cardiaque et donc la troponine I, de ce point de vue-là, est un index très sensible d'une atteinte cardiaque éventuelle. Quand c'est négatif, eh bien, on est rassuré. N'oublions pas que cette dame avait la dyspnée. Par contre, la troponine T, là, elle est vraiment très intéressante pour les myopathies inflammatoires. Et donc, si vous avez une rhabdomyolyse, d'autres causes, ou, je sais pas moi, une affection mitochondriale ou une statine, eh bien, cette troponine T ne va pas bouger, ou de façon extrêmement marginale. Par contre, dans des myopathies inflammatoires, elle est beaucoup plus sensible que les CK. Et cette sensibilité est aussi intéressante au moment où on traite ces patients, parce qu'on voit revenir éventuellement assez rapidement dans les normes les CK, alors que la troponine T peut rester accrochée à des valeurs un petit peu élevées. Donc, la troponine T est vraiment un outil intéressant dans ce contexte. Le problème, c'est que les labos choisissent troponine I ou troponine T. Donc, ici, on fait de la troponine T, au LUB également, mais il y a certains labos qu'on demande troponine, c'est de la I. Et donc, si les patients font leur labo à l'extérieur, là, on est coincé. Il n'y a pas de labo qui fait les deux. C'est un choix. Idéalement, on devrait pouvoir faire les deux. Oui. Tous ces anticorps, on les fait chez nous ici? Non, le dot myosite est envoyé à Saint-Luc. Ok. Donc, chez notre patiente, on a déjà donc, les 2 prises de sang préalables, auxquelles on va ajouter le petit bilan complémentaire à droite. Alors, au niveau des auto-anticorps spécifiques des dermatomyosites, tous sont négatifs sans exception. Donc, on n'en retrouve aucun qui est positif. Par contre, au niveau des auto-anticorps spécifiques du syndrome antisynthétase, on va retrouver par contre une positivité de l'anticorps anti-PL7. Les autres étant tout à fait négatifs, et les autres auto-anticorps dosés reviennent eux aussi négatifs. Alors, pour en revenir à notre patiente, donc elle a cette sclérodermie systémique qu'on a mis de côté, et ici on va rajouter 2 types de myosites différents. Excusez-moi. Alors, au niveau des myosites, donc parmi la dermatomyosite, au niveau de la clinique, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais les auto-anticorps sont tous négatifs. Au niveau du syndrome antisynthétase, lui, il va associer une myosite plus cette hyperkératose fissuraire et notamment les mains de mécaniciens qui sont assez typiques et qu'on retrouvait chez notre patiente. Et on retrouve également un réno, mais en plus, au niveau des atteintes extra-cutanées et articulaires, on va retrouver une atteinte pulmonaire et notamment une pneumopathie interstitielle sévère, sachant qu'à ce stade, on n'a pas encore de scan thoracique ni de bilan pulmonaire. Donc ici, on garde plus ou moins les 2 gros syndromes, donc les myosites au sens large, avec dermatomyosite et syndrome antisynthétase. On voit par rapport à l'atteinte pulmonaire qu'il y a des petits plus un peu partout. Hein. Donc, dans le bilan de ce type de patient, l'exploration pulmonaire est indispensable, à la fois en imagerie et en fonction, parce que bon, les choses peuvent évoluer dans le temps, et donc il est bon de toute façon d'avoir un tableau actualisé de ce type d'atteinte, d'autant plus que ça fait partie quand même des organes nobles, hein, pour les pneumologues ici présents, et donc ce qui justifierait, le cas échéant, une intensification du traitement immunosuppresseur d'emblée s'il y a une atteinte pulmonaire significative. Okay. Donc ça, c'est pour rappeler un petit peu les lésions de notre patiente qui sont vraiment collées avec ceci de main de mécanicien, avec un aspect irrégulier, une hyperkératose et des fissures. Alors, je crois qu'ici, donc, Valérie Badeau nous avait dit tout de suite, main de mécanicien. Il y a quelques années, il y avait une rubrique dans New England qui était vraiment très intéressante, qui n'a pas duré très longtemps et qui était à partir d'un cas clinique. Il y avait 2 colonnes. Il y avait une colonne où c'était
entre guillemets, quelqu'un de consciencieux, mais sans expérience, hein, par exemple, bien, voilà. Et à côté, l'autre colonne, c'était un spécialiste. Alors, on voyait le chemin qui était pris du point de vue du raisonnement clinique et de l'évolution des examens. Effectivement, ici, en voyant mal mécanicien, eh bien, on peut aller directement to the point, et donc le diagnostic différentiel s'éclaircit tout de suite. Et on sait qu'on va se retrouver devant un syndrome antisynthétase, dès lors qu'au niveau de la sémiologie de base, il y a un élément extrêmement spécifique. Et le chemin autre, finalement, qu'on a pris ici, mais pour des raisons pédagogiques élémentaires, c'est d'avoir un diagnostic différentiel qui va progressivement se rétrécir. On a enfin le scan thoracique pour pouvoir voir s'il y a effectivement une atteinte pulmonaire. Et non, il n'y a pas de pneumopathie interstitielle chez cette patiente. Le scanner est tout à fait rassurant, mis à part un micronodule au niveau lobaire supérieur droit, mais un scan tout à fait correct. Face à ça, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un syndrome antisynthétase? Est-ce que c'est un syndrome antisynthétase débutant? Est-ce que c'est une dermatomyosite? On reste dans un entre-deux avec possiblement donc, une myosite, et notamment une atteinte cutanée, donc une dermatomyosite, avec des anti-PL7 positifs, mais chez cette patiente, on va garder en vue le fait que ça risque d'évoluer vers une atteinte pulmonaire et plus tard vers une atteinte cardiaque. Alors, pour en revenir un petit peu aux myosites au sens large et au syndrome antisynthétase, donc quelques petites choses. Les myosites, donc, il y a eu une évolution au cours du temps des critères de diagnostic et des myopathies inflammatoires. Donc, la première classification a eu lieu en 75 et à ce moment-là, donc c'était principalement des caractéristiques clinico-histologiques qui étaient présentes. Et au fur et à mesure du temps, d'autres choses sont arrivées. Donc, on a découvert les anticorps spécifiques des myosites à partir de 71. On a commencé à voir les tout premiers. Et jusqu'en 2003, on les avait découverts tous. Donc, on a vraiment les anticorps spécifiques dermatomyosite, antisynthétase, tout était découvert. Mais au niveau de la nouvelle classification de 2003, ils ne sont toujours pas présents comme critères diagnostiques. Or, c'est ce qui était déjà à l'époque utilisé plus ou moins pour le diagnostic. En 2017, de nouveau, on a de nouveaux critères diagnostiques et ils ne sont toujours pas inclus, malgré une levée des rhumatologues et des internistes généraux pour essayer d'intégrer ça dans notre diagnostic. Puisque si on se base uniquement au niveau des critères clinico-histologiques, ça nécessite en partie également de faire une biopsie musculaire, ce qui peut être invasif. Or, on a vu que les auto-anticorps qu'on a dosés sont plus ou moins facilement dosables dans des centres spécialisés et permettent vraiment de nous aiguiller sur un diagnostic et permettre tout d'abord de différencier une myopathie auto-immune d'une autre myopathie, donc ça c'est la toute première chose, et ensuite d'avoir un diagnostic qui est tout à fait affiné. Et c'est ce qui a notamment permis au niveau des différentes dermatomyosites de savoir qu'il y a 5 différentes présentations cliniques en fonction des auto-anticorps qui sont présentés. En 2019, nouvelle discussion, et là on pense tout doucement à les intégrer. Alors, chez notre patiente, si on reprend la dernière classification de 2017, donc qui n'inclut toujours pas ces auto-anticorps, on va retrouver chez cette patiente un score de 5,8 qui la classe dans un score de probabilité à plus ou moins 60% d'avoir effectivement une myosite. Mais ici, ça n'intègre pas les auto-anticorps qui probablement augmenteraient la donne. Donc, à ce stade de la discussion, on est à peu près sûr que cette patiente a une myosite. Alors, parmi les différentes myosites, donc on va avoir 4 grandes colonnes. Donc, on a les dermatomyosites dont on a parlé, le syndrome antisynthétase, aussi appelé myosite de chevauchement, et encore 2 autres, donc des myosites à inclusion et des myopathies nécrosantes auto-immunes. La première, donc la myosite à inclusion, ne présente pas d'atteinte cutanée. La myopathie nécrosante auto-immune également, elle va évoluer très rapidement vers une atrophie musculaire. Ensuite, pour ce qu'il en est de la dermatomyosite, donc comme on disait, c'est quelque chose qui est relativement prévalent, donc plus ou moins 10 patients sur 100 000 personnes, de même que pour le syndrome antisynthétase. C'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, comme notre patiente. Et l'atteinte musculaire va être, dans le cas d'une dermatomyosite, plutôt au niveau des épaules, donc prédominante au niveau proximal. Et pour le syndrome antisynthétase, l'atteinte musculaire va tout doucement augmenter en sévérité. Pour les atteintes cutanées, on aura dans la dermatomyosite des lésions assez typiques que je vais vous illustrer juste après, avec notamment des papules de Gautron, un signe de Gautron, un rachéliotrope violacé, etc. Alors que dans le syndrome antisynthétase, ce qui est vraiment typique, c'est ces mains de mécanicien, qu'on peut aussi retrouver dans un des sous-types de dermatomyosite, mais uniquement dans un seul. Alors, quels auto-anticorps doser pour quelle pathologie? Donc, on a vu précédemment qu'on avait dosé 5 auto-anticorps principaux pour la dermatomyosite et encore 4 ou 5 autres dans le cadre du syndrome antisynthétase. Et c'est vraiment ça qui, à présent, guide notre diagnostic.
Peut-être juste un petit correctif à ton tableau, Mounia. C'est pour l'atteinte pulmonaire dans les dermatomyosites. Hein. Donc là, on a non seulement assez fréquemment une atteinte pulmonaire, mais qui peut être extrêmement sévère. Quand on a par exemple une dermatomyosite avec des anticorps anti-MDA5, et on a eu quelques cas au cours de ces dernières années, là, l'atteinte pulmonaire peut être vraiment sévérissime, et donc c'est une maladie vraiment très grave où les gens, malheureusement, meurent de leurs poumons. Donc, atteinte pulmonaire interstitielle, là, il faut garder les deux. Le point important pour la myosite à inclusion, c'est que c'est une infection qui répond très mal ou pas du tout aux corticoïdes. Et donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on a une maladie d'allure systémique avec une atteinte pulmonaire qu'il va suffire de taper de la cortisone et ça va aller. Une myosite à inclusion, ça marche pas du tout. Alors, pour les dermatomyosites, comme je le disais préalablement, en fonction des auto-anticorps présents, on aura vraiment une clinique assez typique et on aura également différentes associations à l'atteinte cutanée et musculaire. Donc ici, on va effectivement s'intéresser aux auto-anticorps, notamment MDA5, dont parlait ici le professeur Kogan, dans lesquels on va retrouver les mains de mécaniciens. Donc c'est la seule où on va retrouver l'atteinte que notre patient a. On rappelle que c'était tout à fait négatif chez notre patiente. Et on aura une dermatomyosite qui sera amyopathique, donc avec une atteinte musculaire qui n'est pas à l'avant-plan, à l'inverse de notre patiente. Et on aura effectivement une pneumopathie interstitielle diffuse sévère dans le contexte de cette dermatomyosite bien précise. Autre association importante dans les dermatomyosites à NXP2 et TIF1 gamma, donc ils sont associés à l'évolution et au décours d'un cancer. Donc des associations néoplasiques dans 10 à 35% des cas pour la première mutation NXP2 et dans 35 à 80% des cas dans la deuxième mutation à TIF1 gamma. Donc c'est très important au décours du diagnostic, si ces auto-anticorps sont positifs, dans l'année ou les 2 ans, de faire un bilan néoplasique. Donc ici, juste quelques petites photos pour vous rappeler un petit peu les signes cliniques typiques d'une dermatomyosite qu'on ne retrouvait pas chez notre patiente, comme vous le savez, donc avec le rachet héliotrope violacé, sur les peaux noires plutôt un aspect d'hyperpigmentation. On retrouve également les papules de Gautron en bas à gauche et le signe de Gautron plutôt à droite avec l'atteinte au niveau des articulations. Et enfin, donc ici, la calcinose et le signe de Holter. Alors, le syndrome antisynthétase, on en revient à ce que la patiente a probablement, peut-être dans un stade plutôt précoce. Donc, on va avoir dans 90% des cas une myosite qu'on retrouve chez notre patiente, une pneumopathie interstitielle dans 60% des cas, chez une patiente qui, rappelons-le, a une dyspnée, mais qui n'a pas encore à ce stade-là d'atteinte au niveau du scan thoracique, donc d'atteinte pulmonaire objectivable. On a une arthrite qui est présente dans 50% des cas qu'on ne retrouve pas chez elle, un rénal dans 40% des cas et les mains de mécaniciens, donc ce signe clinique qui guide un petit peu notre diagnostic dans 30% des cas et une fièvre chez 20% des patients. Et comme on peut revoir ici un petit peu les images assez typiques de ces doigts totalement fissurés avec une hyperkératose. Au niveau biologique, donc toute une série d'auto-anticorps avec plus ou moins de prévalence dans la population. L'anti-Jo1 qui est le PL1, est présent dans 20 à 30% des cas. Il était négatif chez elle. L'anti-PL7 particulièrement est présent chez notre patiente et il n'est présent que dans 5% des cas de syndrome antisynthétase, donc ce qui fait de notre patiente un cas plus ou moins rare. Alors, les examens complémentaires qu'on demande dans le bilan de cette pathologie, c'est une imagerie thoracique pour pouvoir voir cette pneumopathie interstitielle, des EFR avec une diffusion pour pouvoir aussi évaluer les échanges gazeux, un temps de marche de 6 minutes avec une gazométrie à la clé, et enfin une ergospirométrie qui font partie intégrante du bilan à faire chez ce type de patient. Comment a évolué notre patiente? Alors, en juin 2021, le diagnostic est fait. On commence alors un traitement par plaquenil, qui est vraiment la première ligne de traitement dans ce type d'atteinte, donc à hauteur de 200 mg 2 fois par jour. Et on voit donc au T0, au moment où on commence, des CK qui sont plus ou moins à 277. Comme le disait le professeur Gauguin, malheureusement, on n'a pas les troponités pour pouvoir voir l'évolution de ces troponines au cours du traitement, mais néanmoins, on va s'appuyer sur les CK. En juillet 2021, donc plus ou moins un mois après le début du traitement, la patiente explique qu'elle a une amélioration de sa force musculaire, mais une atteinte cutanée qui stagne plus ou moins. On va alors à ce moment-là ne pas changer le traitement et continuer de voir l'évolution. Et les CK qui répondent, donc au niveau biologique, on passe de plus ou moins 270 à 250. En septembre, stagnation de la réponse, plus vraiment d'amélioration clinique.
Ici, on décide alors d'augmenter, de changer un petit peu le traitement et de passer plutôt à du Medrol 16 mg et du Leadertrexate associé à du Folavit. Donc ça, c'est en septembre. En octobre, toujours une stagnation de la réponse, mais par contre, on voit que les CK ont drastiquement diminué depuis le mois de juillet. Donc, on passe de 257 à 109. On commence alors à faire un dégressif progressif de Medrol et par contre, on majore le Leadertrexate, sachant qu'il faut l'augmenter de façon très progressive. Et enfin, en décembre, donc c'est la fin de notre histoire, on a vraiment une amélioration de la force musculaire chez notre patiente qui dit qu'elle arrive même à courir maintenant. La dyspnée persiste et les atteintes cutanées sont plutôt stagnantes, ce qu'on peut notamment voir dans ce type de pathologie où la réponse musculaire est assez précoce alors que la réponse cutanée va mettre plus de temps à se montrer. Donc ça, c'est ce qui a été fait chez Donc, elle. par rapport à la dose de méthylprénisolone, qui était, bon, le choix ici était une dose assez modeste, on va dire, mais la crainte, effectivement, c'est à un moment donné, si on met une dose trop forte, comme on sait que ça va être un traitement de longue durée, par rapport à la faiblesse musculaire, vous allez remplacer finalement la faiblesse musculaire de la maladie par une myopathie cortisonique, et donc ça, c'est pas une excellente idée. Donc finalement ici, puisqu'il n'y avait quand même pas d'atteinte d'organes entre guillemets nobles mis en évidence, l'idée d'y aller doucement n'était pas un mauvais plan. Par rapport à la dyspnée, on a vu que son bilan cardiaque était négatif, son bilan pulmonaire, on n'a pas vu les épreuves fonctionnelles. Elles n'ont pas encore été faites. Ah ouais, bon, donc les épreuves fonctionnelles, au vu du scanner, je ne m'attends pas à ce qu'elles soient perturbées en termes de diffusion, elles pourraient être perturbées en termes de restriction, puisque l'atteinte musculaire est vraiment généralisée, et c'est souvent ce que l'on voit, c'est de la dyspnée qui peut être directement liée à une atteinte musculaire. Donc, ce n'est pas impossible que ce soit le cas chez cette patiente. Alors, donc ça, c'est au niveau du traitement et de ce qui est recommandé. Donc, la première chose qu'on va faire chez ces patients, c'est donner un traitement topique. Donc, une photoprotection est à l'avant-plan tous les jours de l'année. Des corticoïdes topiques. Donc, c'est ce qui lui a été donné à sa toute première consultation à HIS. Et au final, ce qui lui a peut-être permis d'attendre 1 ou 2 ans. Et des agents antiprurigineux, puisque très souvent, on a un prurite. Chez elle, ce n'était pas le cas. Au niveau des agents systémiques qu'on va donner, donc comme dit précédemment, donc c'est principalement des antimalariques, donc l'hydroxychloroquine que l'on donne, et ensuite on va majorer plutôt avec des corticoïdes systémiques, donc du Medrol, et ensuite on va faire un relais plutôt par du Leadertrexate. Comment est-ce qu'on va faire le suivi et quel va être le pronostic de cette pathologie ? Alors, le suivi va être principalement clinique, donc on va vraiment se fier à la clinique et aux plaintes de la patiente. Et on va avoir également un suivi biologique au niveau des CK et aussi des troponines qui sont effectivement plus spécifiques et qui vont mettre plus de temps à régresser. En termes de taux anticorps, est-ce qu'ils permettent le suivi de la pathologie ? C'est le cas, mais pas pour tous. Dans certaines mutations, notamment les anti-MDA5, ça permet notamment un monitoring de l'atteinte pulmonaire, puisque c'est principalement le type d'atteinte qui est rencontré dans cette pathologie-là, donc dans cette dermatomyosite bien précise. Pour les anti-TF1-gamma et les anti-NXP2, on a effectivement une association avec la survenue de cancer, d'où l'intérêt de faire un bilan à 1 ou 2 ans du diagnostic, comme je le disais préalablement, et de suivre par la suite. Au niveau iconographique, chez notre patiente en particulier, un scanner va s'imposer et également un suivi avec des EFR, avec une évaluation de la diffusion et des choses qui vont être très objectives et qu'on peut répéter, donc un temps de marche de 6 minutes, une ergospirométrie. Alors, quel va être le pronostic ? En fonction des anticorps qui sont retrouvés, on va pouvoir évaluer la survie, donc une courbe de survie chez nos patients qui sont atteints de ces différentes myosites. Dans le cadre de notre patiente qui a une mutation anti-PL7, on va voir que l'évolution de la pathologie va être plus ou moins correcte avec une courbe de survie qui reste tout à fait plane durant 4 ans et à partir de 4 ans, une diminution progressive et du coup, d'où l'intérêt de continuer à suivre les patients et notamment de voir l'évolution au niveau pulmonaire. Donc voilà. Et les plus mauvais, là, parce que c'est tout petit, attends. Les plus mauvais sont ceux-là. Les PL12. Donc, il y a l'anti-EJ, qui n'est pas très bon. L'anti-GO1, là, où on voit une diminution progressive de la survie, donc ce n'est pas une excellente maladie aussi. Et finalement, l'anti-PL7, c'est pas trop mal. Non, voilà. Elle s'en tire bien. Oui.
Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la question portait sur la dose de méthotrexate qui était relativement faible. On est resté à 10 mg. Pour l'instant, elle est à 10 Oui. mg. OK, mais donc… C'est une évaluation progressive, hein, de 2 à 5 mg oui, par semaine. Oui, mais enfin bon. Donc l'idée était de monter progressivement. C'est Brigitte Velkeniers qui l'a suivi en consultation. Je suis assez d'accord aussi qu'on aurait pu monter un petit peu plus haut. Alors c'est vrai que dans ces maladies, la cortisone, c'est embêtant parce qu'on n'a pas envie d'avoir une myopathie cortisonique, et le métaux, c'est potentiellement embêtant aussi parce qu'on n'a pas envie de revoir un effet secondaire au niveau pulmonaire. Donc on doit trouver le juste milieu de dosage par rapport à cela. Encore que pour le méthotrexate, comme vous savez, il y a deux types d'atteintes. Il y a une atteinte qui est liée à la dose et à la durée, puis alors il y a une atteinte qui peut tomber comme ça par réaction idiosyncrasique, mais même pour des doses faibles finalement. OK. Voilà, donc juste quelques petites choses à retenir de ce cas, du moins que je retiens de ce cas, c'est que la clinique prime. Donc chez cette patiente, d'où l'intérêt de prendre des photos et de comparer l'évolution au fur et à mesure des consultations, de pouvoir avoir une reproductibilité au niveau des examens physiques, de pouvoir, en fonction des consultations, savoir où on en est avec des indices qui sont reproductibles, notamment un Rodman pour une sclérodermie. Pour ce qu'il en est des myosites, ce qu'on retiendra, c'est l'apport non négligeable des auto-anticorps, donc spécifiques des myosites, et du coup qu'on va de plus en plus aller vers un dosage des auto-anticorps et moins vers des biopsies musculaires qui sont quand même invasives. Et enfin, dans le cas particulier de notre patiente, importance de l'éducation aux patients pour en faire un patient partenaire et favoriser sa prise en charge, ce qui aurait pu nous faire gagner un petit peu de temps chez elle. OK, voilà. Bien, merci Mounia. Merci à vous. Mathieu, vous voulez rajouter des choses? Je pense que Mounia a tout expliqué de façon brillante. Il y avait un point dont Brigitte Velkeniers voulait éventuellement relever, c'était le fait que, mais tu l'as bien dit, les sociétés qui s'occupent de ces maladies n'ont pas repris, à part en 2019 en neurologie, les anticorps spécifiques dans la classification des maladies. Et c'est bizarre. Parce que c'est publié et il y a notamment des travaux de la KUL qui ont été faits là-dessus. Et Mounia l'a montré, avec le dosage des anticorps spécifiques, on a une idée du pronostic, des maladies associées et donc d'un traitement. Et Mounia parlait également des critères diagnostiques de la maladie qui sont plus, il faut toujours faire attention, ça peut servir dans la pratique de tous les jours à faire des diagnostics, mais sont surtout des critères qui servent à inclure des patients dans des études et donc à trouver des bons traitements. Et l'utilisation de ces auto-anticorps spécifiques, que ce soit pour les antisynthétases ou les dermatomyosites, ça va permettre de faire des groupes de patients plus homogènes, je pense, et avoir peut-être de nouveaux traitements à l'avenir. Donc, tu avais bien parlé de tout ça. Ce qui s'est passé en 2017, à la réunion de l'ELAR-ACR, c'est qu'ils ont inclus, Mounia montrait à un moment une diapositive où il y avait toutes sortes d'items qui permettaient de mettre une probabilité pour un diagnostic de myosite. Il y avait des auto-anticorps dedans, il y avait les anti-JO1, mais c'était les seuls spécifiques. À part ça, il y avait toutes sortes d'autres anticorps, mais qui étaient des anticorps de lupus et tout ça. Et donc, ils n'ont pas vu dans leur travail à eux le pouvoir des anticorps spécifiques ressortir. Merci pour ton commentaire, Mathieu, résultant de la discussion qu'on avait eue avec Brigitte à propos de ce cas. Présentation remarquable, mais félicitations. Oui, c'est bien ça. Peut-on avancer l'hypothèse que le traitement par corticoïdes qu'elle a reçu dans son pays a finalement permis de lui éviter une évolution plus rapide défavorable? Ah, ça c'est une bonne question. Donc, elle avait eu un traitement inapproprié par rapport à une sclérodermie, mais approprié par rapport à cette maladie. Je pense que la remarque de Daniel Zinauer est sûrement pertinente. Oui, parce que finalement, elle est restée quand même pendant plusieurs années sans avoir finalement d'atteinte musculaire. Donc, ça a probablement été insuffisant pour l'atteinte cutanée, mais suffisant pour maintenir l'absence d'atteinte musculaire. C'est dommage qu'on n'a pas les doses qu'ils avaient utilisées à ce moment-là,
Elle, en tout cas, ne semble pas avoir raconté qu'elle avait pris du poids, qu'elle a attrapé une grosse tête, etc. Donc, c'était des doses modérées, sans doute, mais un peu comme ici. Certains patients n'ont pas besoin de beaucoup, même si dans des grosses atteintes musculaires, dernière dermatomyosique que j'ai à traiter, la patiente avait, je crois, 3000 de CK, 600 de tropo, elle tenait plus debout, elle ne savait plus avaler, elle avait maigri de 15 kilos. Mais dans ces cas-là, on est contraint de mettre une dose solide de méthylprédnisolone. Et comme on le signalait, la sensibilité du muscle à cette corticothérapie est vraiment excellente. Et donc, on peut, au moment où on a passé la phase, je dirais, de traitement agressif en termes de dose de corticoïdes, diminuer avant de récolter les effets secondaires de la corticothérapie. Oui. En fait, ce sont des diagnostics extrêmement difficiles. Est-ce qu'il y a une espèce de collège des internistes qui supervisent ou parce que des internistes dans chaque hôpital ne maîtrisent pas. Quand je vois vraiment tous ces nouveaux anticorps, je suis vraiment complètement dépassé. Alors, Mathieu. Ici, il y a bon, attends. Non, je pense que les internistes savent ça. En fait, on voyait bien que c'était une connectivite, mais diagnostic un peu difficile. Il y avait un gros piège, c'est qu'elle avait des anti-SM. Ça, c'est connu pour être très spécifique du lupus, mais bon, c'est jamais 100% de spécificité. Et c'est décrit dans ces maladies myosites aussi. Mais donc, je pense que les internistes savent que quand ils ont des fans positifs, mais avec des identifications, soit il n'y a rien de reconnu, soit de bizarre par rapport au tableau clinique, il faut demander un d'autres myosites. Et en fluorescence, d'ailleurs, les gens qui s'en occupent au labo peuvent avoir une idée de ce qui se passe. Si on signale notamment qu'à l'immunofluorescence, on signale une fluorescence qui est plutôt cytoplasmique que nucléaire, parce qu'en fait, ces anticorps antisynthase, c'est des ARN de transfert, et donc on les retrouve en fait, non pas dans le noyau, mais on le retrouve dans le cytoplasme, c'est également un indice. Maintenant, la remarque qu'Ali, elle est justifiée. Enfin bon, la patiente à laquelle je faisais référence a traîné quand même pendant de nombreux mois, a été vue par des internistes ou des rhumatologues qui n'avaient probablement pas l'habitude de ce genre de pathologie et où le diagnostic n'a pas été posé. Mais encore une fois, effectivement, lorsqu'on est éclairé, on peut aller assez rapidement, rien que sur la base de certains éléments cutanés. Et la remarque de Mathieu par rapport aux anticorps, ça c'est clair. Et on va aller de plus en plus dans cette direction. Les noms de ces maladies, finalement, on a pendant des années mis des grands carcans mettant des noms de maladies. Je crois que l'avenir va être certainement moins dans deux directions. Un, classer les maladies avec le type d'anticorps. Et d'ailleurs, quand on voit la nomenclature des vasculites qui date maintenant de 2012, eh bien, on parle de vasculite à IgA, de vasculite en K, etc., parce que la présence de ces anticorps détermine l'expression phénotypique de la maladie. Et pour un autre type d'axe, c'est la génétique. Et donc, et les voies de signalisation. Et donc, on dira que dans telle maladie, c'est la voie STAT qui est engagée. Et donc là, on a aussi directement une idée du meilleur traitement qui pourrait être adapté en fonction de la voie inflammatoire qui est concernée par telle ou telle affection. Je pense que c'est ces deux directions-là, si on doit faire un pronostic de ce qui va se passer dans les années futures, d'une nouvelle façon de concevoir la sémantique des maladies et l'approche à la fois diagnostique et thérapeutique. Deux questions. Oui, comment expliquer la présence d'anti-SM? Bon, d'abord, les anti-SM, on n'a peut-être pas tellement insisté là-dessus. Ils étaient à taux faible. Et donc là, c'est une question de méthode, de recherche, de sensibilité et de spécificité des différents dosages. Quand on regarde pour les facteurs antinucléaires en fonction que ça a été analysé dans tel ou tel labo avec tel ou tel type de technique, et donc il y a beaucoup de firmes qui sont très
préoccupés pour vendre leur technique, mais dans certaines techniques, eh bien, elles sont moins sensibles. Même chose pour les anti-DNA double brin. Et donc, une des remarques, c'est de bien connaître son labo, d'avoir une interaction avec le laboratoire, de suivre les patients dans le même labo, parce que sinon, on ne s'en sort plus, ni en termes d'identification, ni en termes de dosage. Alors, on parlait, c'était Thierry Pepersac qui nous reparle du contexte paranéoplasique. Et que si elle avait eu, mais ce qui n'était pas le cas ici, un typhin gamma, et donc de regarder les pathologies néoplasiques d'origine gynécologique, en particulier ovarienne. Et donc là aussi, en fonction du type d'anticorps, on sait vers quel type de pathologie néoplasique on devra se tourner de façon plus orientée. Parmi les examens et le suivi, tu signalais le scanner est attentif à la survenue d'une néoplasie. Il y a une place pour le PET scan, à la fois au départ pour voir s'il n'y a pas une néoplasie associée, mais également dans le suivi pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va apparaître, indépendamment d'ailleurs de l'évolution favorable de la maladie sous traitement. Bien. Eh bien, mais je pense qu'on peut conclure ici. Encore merci pour ton très bel exposé. Merci à Brigitte Velkenis qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui pour avoir eu le bon œil pour le diagnostic flash, comme on dit. Et merci aux intervenants qui maintenant deviennent des habitués. Et à la semaine prochaine.